Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Croque Lecture. Je commence par vous présenter de la part de toute l'équipe mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Après les émissions sur les salons tournés à Montreuil et à Montigny, ainsi que la remarquable interview de Sophie Human, on se retrouve sur le plateau pour un Croque Lecture plus traditionnel en compagnie de nos chroniqueurs habituels. Pour commencer, nous allons accueillir Jean-François qui va nous présenter une trilogie passionnante, Burst Market. Ensuite, nous retrouverons Jessie pour sa rubrique de prédilection, Sushi. Et pour finir, Mathieu et moi-même, votre humble serviteur, nous animerons le service express du mois de janvier. Allez, c'est parti! Bonjour Jean-François. Tu vas nous présenter la trilogie Burst Market pour la sortie du 3e volume, car cette série méconnue est certainement une des meilleures du moment. Aujourd'hui, je vais vous présenter la trilogie Burst Market de Karash M. O'Brien, une dystopie très prenante dont le dernier tome vient de paraître chez Mango le 11 janvier 2013. Cette série, dont les 2 premiers volumes sont sortis en février et novembre 2011, reste très méconnue, ce qui n'est absolument pas justifié. Je vais donc tenter de vous convaincre de découvrir cette trilogie. Alors Jean-François, de quoi parle ce premier tome? Dans le premier tome, intitulé Rebelle, on découvre Gaïa, une jeune fille qui a une horrible brûlure sur la joue depuis sa plus tendre enfance. Elle aide sa mère comme sage-femme dans le quartier Est-3 de Warfond. Chaque mois, elle donne les 3 premiers-nés à l'enclave. L'enclave, c'est la ville dont dépend Warfond pour survivre, et les enfants avancés sont comme un paiement. Un jour, alors qu'elle rentre de son premier accouchement réalisé seule, la vieille Meg, une amie de sa mère, lui annonce que ses parents ont été arrêtés et emprisonnés par l'enclave car ils tenaient une liste de naissance qu'elle lui confie. Le sergent Grey l'attend chez elle pour l'interroger sur les activités de ses parents et sur cette fameuse liste qui intéresse particulièrement l'enclave. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle apporte son 3e bébé, elle rencontre Derek, le boulanger, qui lui apprend que ses parents seront bientôt exécutés. Gaïa décide alors de se jeter dans la gueule du loup pour les sauver et pénétrer dans l'enclave. Si elle est repérée, elle sait qu'elle risque la peine de mort. Et dans le 2e volume, que devient Gaïa? Au début du 2e tome, qui s'appelle Bunny, on retrouve Gaïa qui fuit l'enclave vers le nord. Elle est accompagnée de sa sœur qui vient de naître. Elle se dirige vers la forêt morte où doit l'attendre sa grand-mère. Enfin, c'est ce qu'elle espère. Alors qu'elle est à bout de force, un homme la récupère et la conduit jusqu'à Zil, un village dans la forêt morte. Elle y rencontre alors la matriarche, le chef du village, qui lui explique les nombreuses règles et lui prend sa sœur en prétextant que Gaïa a essayé de la tuer en l'emportant dans le désert avec elle, lui faisant courir de grands risques. Le soir, elle va aider une femme nommée MX Joséphine à accoucher. Elle apprend qu'elle est une Libye, c'est-à-dire une femme célibataire et qui le restera car elle a refusé de se marier. Elle devra donc donner son enfant lorsqu'il aura 1 an. Dans Zil, ce sont les cousines, avec un K au début du mot, qui prennent les décisions avec la matriarche. Les Libyes en sont exclus au même titre que les hommes et les expatrimoniaux, qui sont des hommes qui ne peuvent avoir d'enfants. Le lendemain, la matriarche lui fait une proposition. Soit elle quitte Zili le jour même en abandonnant sa sœur, soit elle y reste pour toujours, car si elle veut repartir plus tard, elle mourra à cause du mal du pays, une maladie qui touche tous ceux qui s'éloignent trop de Zili. Gaïa choisit de rester en espérant récupérer sa sœur. Et comment s'achève cette trilogie? Dans le 3e et dernier volume du nom de Captive, cette fois, c'est une Gaïa plus forte que jamais que l'on retrouve à la tête de la nouvelle Zil. Elle marche en compagnie d'une partie de la population de Zil vers l'enclave pour trouver un terrain d'accueil ou fonder une nouvelle ville. C'est le docteur Myrna Silk que Gaïa avait rencontré en prison qui vient à leur rencontre aux portes de Warfond. Elle lui raconte ce qui s'est passé après son départ. Suite à l'arrestation et l'exécution d'un de ses amis, tout Warfond s'est mis en grève. Le protecteur a alors simplement coupé toutes les arrivées d'eau. Les habitants de l'enclave ont réagi pour faire céder le protecteur. Au bout de 3 jours, les 2 camps ont été contraints de négocier. Pour avoir de l'eau, les habitants de Warfond ont dû faire enregistrer leur ADN dans une base de données. L'Institut Matrice a aussi été créé. Ainsi, les mères porteuses volontaires sont parties vivre dans l'enclave le temps de leur grossesse. À la naissance, l'enfant reviendra à une famille de l'enclave. Une fois installée, Gaïa va voir le protecteur pour lui demander de l'eau et des vivres. En traversant Warfond, une troupe de soldats l'arrête pour trahison. Elle se rend bien compte que les tensions ne sont pas retombées quand elle voit des hommes sur les toits prêts à attaquer les soldats. Une fois dans l'enclave, les soldats la conduisent dans la prison où mon frère Iris l'attend pour la conduire devant le protecteur. Tout cela a l'air très bien, hein, mais qu'en as-tu pensé? Pour moi, Burst Market est une excellente trilogie, avec des personnages charismatiques, un très bel univers et une histoire captivante. Et vous allez vous en rendre compte immédiatement. Gaïa est au début une fille qui ne connaît rien du monde,
mais elle est déterminée et persévérante. En effet, elle n'hésite pas une seconde à se jeter dans la gueule du loup pour sauver ses parents. Elle sait que si elle se fait capturer, elle sera condamnée à la peine de mort, sans aucun jugement. Elle devient plus forte avec le temps et les épreuves, prenant une importance considérable dans l'aspect politique de l'histoire. Comme dans Hunger Games, l'histoire plaira autant aux filles qu'aux garçons, même si on a affaire à une héroïne. Ensuite, le sergent Grey, qui attend Gaïa chez elle après avoir arrêté ses parents, semble au premier abord froid, mais il devient doux et gentil au contact de Gaïa. Il constitue par la suite un ami et un précieux allié de Gaïa. Après avoir fui, elle le retrouve sous le nom de Vlatyr, son nom avant qu'il soit avancé à l'enclave. Même s'ils sont de prime abord opposés, elle, fille de rebelle, et lui, le fils du protecteur, l'homme qui dirige l'enclave, ensemble, ils forment un duo soudé face aux très nombreuses épreuves qui parsèment leur parcours. On devine très vite que leur relation ira au-delà de la simple amitié. L'univers créé par M. O'Brien dans cette dystopie est vraiment convaincant et bien fait. Le système de l'enclave est compréhensible bien qu'il nous paraisse totalement fou. En effet, il leur faut éviter la consanguinité et l'hémophilie. Donc, des enfants de Warfond sont adoptés par les familles de l'enclave pour renouveler le patrimoine génétique. De même pour celui de Zili, qui répond à une situation extrême. Seulement un nouveau-né sur 10 est une femme. Les hommes ont donc l'interdiction de toucher les femmes pour ne pas les influencer lors de leur choix de mariage. Dans ces deux systèmes, seule une personne est au pouvoir, le protecteur à l'enclave et la matriarche à Zili. L'auteur critique ici les dictatures qui sont souvent des régimes absurdes et violents qui font croire au peuple que leurs actions sont nécessaires. Les environnements sont riches et vraiment différents d'un tome à l'autre. Par exemple, le tome 1 se passe dans une ville, le 2 dans un village, dans la forêt, et le 3 commence dans le désert, avant le retour vers l'enclave. Ou encore, quand Gaïa entre dans la nurserie, tous les détails sont présents permettant au lecteur d'intégrer parfaitement l'ambiance du lieu. La lumière qui traverse par la fenêtre, l'odeur du savon à la lavande, les berceaux alignés contre le mur. On retrouve plusieurs fois des codes que les personnages doivent résoudre pour faire avancer l'histoire. Par exemple, le ruban que la mère de Gaïa lui avait confié contient un code brodé par son père. Ils ne sont pas communs et très bien faits. On peut vraiment prendre du plaisir à essayer de les décoder. On se mettra tout au long de l'histoire à la place de Gaïa, essayant d'imaginer ce que l'on aurait fait. Ses sentiments sont décrits avec précision, même quand ils sont complexes. En effet, Gaïa découvre un monde qu'elle n'aurait jamais soupçonné, les difficultés de la vie d'adulte et l'amour. Quand on a commencé ces livres, on ne veut plus les lâcher. L'histoire, qui est très bien au début, s'améliore encore dans les tomes suivants, pour s'achever en apothéose dans le dernier volume. N'hésitez plus, lancez-vous dans la lecture de la formidable trilogie Burst Market. Salut Jessie. Te revoilà pour la rubrique sushi. Quel manga vas-tu nous faire découvrir aujourd'hui? De quel type s'agit-il? Dis-nous en plus. On attend cela avec impatience. Eh oui, me voici de retour pour présenter un nouveau titre dans la rubrique sushi. En effet, je vais vous parler d'un manga qui n'est pas passé inaperçu. Vous devez vous demander duquel je parle. Je ne vais pas vous faire attendre une minute de plus. Le voici. Ce manga se nomme Skate Dance de Kenta Shinohara. Il s'agit de sa toute première série en France. L'éditeur de ce titre n'est autre que Kase. Au Japon, ce shonen paraît toutes les semaines dans le Weekly Jump de la Shueisha, comme Naruto, One Piece ou Kuroko's Basket. Déjà 28 tomes sont sortis là-bas, alors qu'en France, nous n'avons eu le droit qu'aux 2 premiers tomes. Jessie, peux-tu nous dire de quoi parle Skate Dance? Au début de l'histoire, nous rencontrons un personnage qui est nouveau dans sa classe. Lors de son premier jour, le professeur lui demande de s'asseoir à une place qu'il lui désigne. Mais en face de lui se trouvent 3 adolescents au visage vraiment inquiétant, de vrais psychopathes. À l'heure du déjeuner, ces 3 personnes montent une mise en scène pour faire de la pub pour leur club, dont ils sont les seuls membres et qui est peu connu dans leur lycée. Cette organisation porte le nom de SKATE pour Support, Kindness, Encouragement, Troubleshot. Ils sont en fait les protecteurs ou les anges gardiens des lycéens. Enfin, c'est comme cela qu'ils se présentent. En fait, cela n'a rien de très glorieux, puisque leurs occupations consistent à trouver des objets perdus ou à nettoyer l'arrière-cour. Ils aimeraient être plus actifs, mais aucun élève ne leur fait de demande d'aide. Ce trio est constitué de Fujisaki Yusuke, alias Busen, considéré comme le chef, de Onizuka Hime, ou Himeko, plus connu sous le surnom de Princesse Démon, ou Oni-Hime, à cause de sa force monstrueuse et de son caractère de délinquante, et de Uzui Kazuyoshi, surnommé Switch. La particularité de ce dernier, c'est qu'il parle qu'avec son ordinateur,
à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale qui produit les mots tapés par le garçon. Il est un professionnel de l'informatique qui trouve n'importe quelles informations en quelques secondes. Malgré la publicité, le nouveau venu ne s'inscrit pas au skate, au grand désespoir du trio. Pendant la visite du lycée, il se fait renverser un pot de peinture sur la tête. Le skate décide donc de mener l'enquête pour trouver la personne responsable de cet acte. Grâce à un habile stratagème et à l'esprit de déduction de Bosun, il découvre qu'en fait, c'est le nouveau lui-même qui s'est renversé ce pot de peinture sur lui. Au lycée, il a retrouvé une brute, Jokazaki, qui le malmenait en primaire et qui veut reprendre ses vieilles habitudes. Celui-ci veut se venger du skate et pour cela, couvrir un des membres d'un pot de peinture. C'est la mission du nouveau qui échoue. Mais le skate a de la ressource et Himeko va se charger de Jokazaki avec son arme qui ne quitte jamais. Une crosse de hockey sur gazon qu'elle a surnommée le Cyclone. Mais quelle déception quand le nouveau élève décide de s'inscrire au club de basket. Alors, le trio repart pour de nouvelles enquêtes et missions, toutes plus loufoques les unes que les autres. Ça a l'air d'être un manga très réussi, mais toi, qu'en as-tu pensé? Skate Dance est un manga que j'ai particulièrement apprécié. Vous allez vous rendre compte que cette série multiplie les originalités par rapport aux autres titres qui paraissent en France. Tout d'abord, ce shonen détonne dans la production habituelle des mangas du Weekly Jump. Il joue la carte de l'humour, et pas qu'un peu, allant parfois jusqu'à l'humour absurde. D'habitude, les shonen mangas sont plutôt du style baston, aventure, alors que Skate Dance est un titre qui appartient au genre enquête. Les titres des chapitres sont particulièrement comiques. Par exemple, le peinturlueur masqué, Samouraï Pastille ou encore le fantôme de l'incinérateur et bien d'autres. D'autres éléments augmentent l'aspect humoristique. Ainsi, quand Bosun met ses lunettes, il croit devenir plus intelligent alors qu'il ne le devient pas plus qu'il ne l'est déjà. Dans les premiers tomes, le trio résout simplement des enquêtes les unes après les autres. On espère que le mangaka ira plus loin qu'une simple succession de missions. Sinon, ce manga risque de devenir lassant sur la longueur de la série qui compte déjà 28 tomes au Japon. Ensuite, on ne peut qu'apprécier le trio de personnages principaux. Un seul adjectif pour les caractériser, loufoque. Bosun, considéré comme le chef, porte un drôle de bonnet avec des petites oreilles. C'est aussi le symbole de la série. Il y a un autre accessoire, une paire de lunettes d'aviateur qui ressemble à celle portée par Naruto. Certainement un clin d'œil de l'auteur. Celles-ci ont un rôle important car quand il les met, il est dans un état de concentration extrême. Le deuxième membre est Himeko. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est elle le personnage fort du trio. En cas de bagarre, elle prend les choses en main pendant que ses deux compères la regardent se démener. Cela change évidemment des caricatures des jeunes filles douces et très fleur bleue. Enfin, Switch est le membre le plus étrange. Toujours accompagné de son ordinateur, il réussit toujours à trouver l'information essentielle pour faire avancer les missions du skate. Donc, on a affaire à un trio très original où les rôles habituels sont complètement redistribués. Pour l'instant, les personnages secondaires ne jouent pas un grand rôle dans la série. On espère découvrir peu à peu une galerie plus importante de portraits. Enfin, pour un manga, l'essentiel, ce sont les dessins. J'ai apprécié les couvertures de ces deux premiers tomes très colorés, apportant un côté joyeux. Évidemment, elles mettent en valeur les trois personnages principaux. Les suivantes, comme celle du tome 4, présentent d'autres lycéens qui apparaîtront bientôt. À l'intérieur, on découvre des graphismes très agréables, simples mais pas simplistes. Le découpage réussi apporte du dynamisme, notamment dans les quelques scènes d'action mettant en scène Ohime en mode furie. L'auteur utilise aussi la technique du SD, Super Deformed, pour encore plus d'humour avec des expressions vraiment exagérées. Vous verrez notamment avec la scène de découverte du trio par le nouveau venu. C'est vraiment hilarant. Ils ont alors des têtes de fous. Le lecteur lit donc un manga au graphisme réussi, en parfait lien avec le genre humoristique. En définitive, Skate Dance est une bonne surprise pour les amateurs de manga qui passeront un très bon moment pendant cette lecture. On attend la suite pour voir si l'auteur trouvera un scénario capable de nous maintenir en haleine durablement. L'émission touche à sa fin, mais avant, Mathieu et moi allons vous parler rapidement de 6 très bons livres que nous vous laisserons découvrir par la suite. Bonjour Mathieu. Alors, quel est le premier livre que tu as choisi? Bonjour Léo.
Le premier livre que j'ai choisi est Une étoile dans le cœur, un roman tranche de vie écrit par Louis Antagana. On découvre Damien, un black juif. Et oui, j'ai bien dit black, bien que ce soit familier, car Damien ne se dit pas noir ni africain, mais black. Comme vous avez pu le constater, il est également juif, ce qui n'est absolument pas courant dans la cité des Iris. Et c'est ce petit détail de religion qui bouleverse sa vie. En effet, il vit au quotidien des insultes et des tags à son effigie. C'était déjà beaucoup trop pour lui à supporter, cependant cela va beaucoup plus loin car une BMW fonce un jour sur lui tel un rhinocéros fou. Voudrait-on aller jusqu'à le tuer pour ce qu'il est? Il a l'air bien ce roman, vous ne pensez pas? Et toi Léo, que nous as-tu déniché parmi les sorties de janvier? Mon premier livre sera un roman d'aventure dont la première de couverture promet vraiment. Dark Eyes. Pour sauver sa peau, elle doit tuer son père. C'est écrit sur la couverture. On découvre donc que Wally est russe et a été adopté enfant par une riche famille new-yorkaise. Aujourd'hui, adolescente de 16 ans, rebelle et futée, a coupé les ponts avec sa famille et vit dans les rues de New York de larcins divers. En tombant par hasard sur des documents ayant trait à ses origines, Wally éveille l'attention d'un homme sans foi ni loi, réputé pour sa sauvagerie, Alex Klesko, un truand russe sur le chemin duquel les cadavres s'amoncellent. Le seul coup d'avance qu'a Wally est un détail d'importance. L'homme ignore qu'il est son père. Voilà pour mon premier livre. À ton tour Mathieu. Quel est le deuxième livre que tu as décidé de présenter? Mon second livre est Qui est Terra Wilder, écrit par Anne Robillard, célèbre auteure canadienne des Chevaliers d'Émeraude notamment. Comme le dit le titre, le personnage principal n'est autre que Terra Wilder. Et on découvre qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture où il a failli lui-même mourir. Après ces tragiques faits, il part s'installer dans une petite ville du Canada pour enseigner la philosophie. C'est alors que d'étranges phénomènes font leur apparition, tels que ses étudiants se mettent à le vénérer, des arbres qui cherchent à l'agripper, ou encore il voit sa femme le hanter. Et cela n'est pas fini, car elle découvre qu'il possède un mystérieux pouvoir. Nous voici partis pour un roman qui s'annonce passionnant, je vous le conseille. Léo, j'espère que tu vas trouver un titre aussi bien en termes d'originalité pour nos croque-lecteurs. Le roman suivant que je tenais à chroniquer est le tome 4 du Chevalier d'Éon intitulé Le Pacte. Souvenez-vous, il y a longtemps, Caroline vous en avait parlé en compagnie de Gabriel du premier tome de cette série, ainsi qu'Amélie un peu plus récemment. Cette série de Anne-Sophie Sylvestre continue avec un épisode au résumé des plus alléchants. Le Chevalier d'Éon est gravement blessé. L'impératrice et son médecin le font transporter dans une pièce du palais d'hiver interdite à tout autre qu'eux. Sur le fil du miroir, à l'écart de la vie civilisée, le chevalier récupère lentement de ses blessures, mais la tsarine connaît maintenant sa véritable identité. En revanche, il possède le secret d'Elisabeth, Ivanouchka, l'enfant tsar prisonnier. Ils font alors un marché. Depuis sa chambre, le chevalier mène son enquête. Qui a voulu le tuer? Voilà pour mon avant-dernier livre. Par quoi vas-tu finir, Mathieu? Je termine ce petit service express par une BD créée par Fred Duval, Jean-Pierre Pécaud et Monsieur Fabre intitulée L'homme de l'année 1917. Comme nous pouvons le constater, cette bande dessinée se déroule pendant la guerre de 14-18. Puis, en lisant le descriptif de la série de cette BD, nous découvrons que dans chaque nouvel ouvrage, nous aurons une nouvelle histoire qui sera située entre le 15e et le 20e siècle. Ces histoires, ou devrais-je dire mémoires, car ce sont des histoires parlant de faits héroïques ou tragiques réels, ce qui donnera encore plus de piment aux albums. Revenons à la BD qui nous intéresse. Elle raconte donc l'histoire d'un soldat qui perd son meilleur ami au combat et qui fait tout pour lui rendre hommage et pour survivre dans ce monde de dévastation où tous soldats doivent garder leur poste jusqu'à la mort. Voilà pour ma dernière petite chronique. Alors Léo, qu'as-tu choisi pour clore tout cela? Et mon dernier livre pour aujourd'hui est le nouveau tome d'une grande série de Ian Colfer qu'on ne présente plus, Artemis Fowl. Il s'agit du tome 8, intitulé Le dernier gardien de cette grande saga. On retrouve Artemis qui prépare son nouveau coup. Apparemment, rien dans ce monde ne gêne le jeune cerveau de criminel Artemis Fowl. Dans le monde des fées, cependant, il y a encore quelqu'un qui souhaite obtenir sa peau. Opal Cowboy. Dans Le dernier gardien, la fée lutine maléfique fait encore des ravages. Cette fois, elle a ranimé les fées guerriers morts qui étaient enterrés sous le manoir des Falls. Leurs esprits possèdent les petits frères d'Artemis, ce qui les rend encore plus agaçants que d'habitude. Artemis a jusqu'au lever du soleil pour retirer les esprits de la tête de ses petits frères. Voilà pour ce petit service express.
Nous espérons vous avoir donné l'envie de lire certains de ces titres et vous avoir bien divertis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Tristan avec nos chroniqueurs et une nouvelle rubrique qui j'espère vous plaira beaucoup. À bientôt! On se retrouve sur le plateau pour un croque-lecture plus traditionnel en compagnie de nos Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de croque-lecture. Je commence par vous présenter de la part de toutes les... On se retrouve sur le plateau pour un croque-lecture plus traditionnel en compagnie de nos chroniqueurs habituels. Et pour finir, Mathieu et moi-même, votre humble serviteur, nous aimerions... Mais ça m'a perturbé notre humble serviteur. De quel type s'agit-il? Dis-nous en plus. On attend cela avec impatience.